Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e chapitre de notre formation Python. On a maîtrisé les listes, les tuples, les sets et les dictionnaires. Vous savez stocker et organiser des données de manière efficace. Aujourd'hui, on monte au niveau supérieur. On va voir 4 fonctions Python qui vont vous faire gagner un temps fou. Enumerate, zip, map et filter. Ce sont les outils qu'utilisent les professionnels tous les jours. Ces fonctions, c'est comme les gestes chirurgicaux. Chacune a son objectif précis. Les maîtriser, c'est passer les débutants à un programmeur qui sait ce qu'il fait. En plus, on va revoir certaines méthodes des dictionnaires qu'on n'a pas eu le temps d'explorer au chapitre 11. On va appliquer ça à un projet d'analyse des données médicales pour calculer des statistiques et filtrer des résultats. Alors, préparez-vous. Ce chapitre pourra sembler complexe, j'essaierai de détailler au maximum. C'est l'élégance de Python à l'état pur. Alors, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. On commence avec la fonction enumerate. On l'a croisée au chapitre 9 avec les listes, mais explorons-la vraiment en profondeur. Elle prend une collection et vous renvoie chaque tour de boucle, l'index et l'élément correspondant. C'est beaucoup plus propre et élégant que de gérer un compteur soi-même avec une variable qui s'incrémente. D'accord? Maintenant, on va dire ici analyse. Voilà. Un exemple, on va dire analyse. On va utiliser une liste et on va mettre ici PCR. Voilà. Ensuite, on va mettre ELISA. D'accord? ELISA. Voilà. Ensuite, on va mettre séquençage. Vous vous souvenez bien? Voilà. On va mettre séquençage ici. D'accord, je vais y arriver. Voilà. Ensuite, nous allons parcourir les éléments et leurs index. D'accord, on va utiliser une boucle for index. Voilà, for index. Ensuite, analyse, les éléments de l'analyse. Voilà, analyse sans S, bien évidemment. In enumerate. Voilà, on va utiliser la fonction enumerate et qui va prendre en argument l'analyse ici. D'accord, la variable analyse. D'accord. Ensuite, on va le parcourir et on va l'afficher. On va afficher les différents index suivis de leurs éléments correspondants. D'accord, on va mettre ici print. On va utiliser un f-string. D'accord, on va mettre ici étape. Voilà, étape. Ensuite, on va mettre, par exemple, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. D'accord, on va mettre ici index. Voilà, plus 1. Voilà, ici. Et ensuite, voilà, on va mettre un des points ici pour bien différencier. Et ensuite, on va mettre l'élément en question qui correspond à l'analyse sans S. D'accord? Maintenant, exécutons notre programme. Vous allez voir ce que ça va nous donner. On va mettre Python manipulation. Voilà, manipulation, voilà, des avancées des collections.py. Voilà, j'exécute et vous voyez. Étape 1, PCR. Étape 2, ELISA. Étape 3, séquençage. D'accord. OK, c'est fonctionnel. Maintenant, poursuivons. Voilà. Ensuite, regardez sans enumerate. Vous devriez créer une variable compteur est égal à 0, puis l'incrémenter manuellement à chaque tour. D'accord? Avec enumerate, tout ça est automatique. D'accord? Maintenant, passons à un cas pratique, un cas vraiment médical. On veut numéroter chaque patient de notre liste pour l'affichage dans un rapport. Notez bien l'utilisation du paramètre star. D'accord, on va voir ici, vous allez voir tout de suite. Voilà, partons avec un autre exemple ici. D'accord, je vais virer tout ça ici, car ce sont les exemples qu'on a eu à faire précédemment. D'accord, on va mettre ici patient, voilà, avec S. Et on va dire ici, on va partir avec, attention, je vais utiliser une liste plutôt au lieu d'un tuple. On va mettre ici Camara, d'accord. Ensuite, je vais mettre ici, d'accord, on peut mettre Diarra, voilà. Ensuite, on peut mettre Diallo, voilà, d'accord. Liste des noms, Camara, Diarra, Diallo, ok. Maintenant, for num, voilà. For num, pour les numéros de patients, d'accord, on va dire patient. Ensuite, in, enumerate. Voilà, on va maintenant mettre ici patient. D'accord, patient avec S. Voilà. Et on va utiliser, comme je vous l'avais dit, l'usage des stars. Ça veut dire que ça commence ici. Donc, on va dire que ça commence à 1. D'accord? OK. Maintenant, on va mettre les 2 points pour une boucle for et on va afficher les différents éléments en question. D'accord? On utilise un f-string et on va mettre ici num.
directement. D'accord, notre variable num. Ensuite, point, voilà. Et on va mettre ici patient. D'accord, voilà, on est en train de lister les patients. D'accord, ici, OK. D'accord, on va exécuter ce programme et vous allez voir ce que ça va nous donner. D'accord, voilà, je vais monter ça un peu. Je nettoie ça. Et dit Python ou... Bon, attendez, on va le faire directement. Voilà, vous voyez, Camara 1, Diarra 2, Diallo 3. OK, vous voyez une liste d'éléments bien affichée, très propre. D'accord. Voilà, vous avez un affichage numéroté professionnel en une seule ligne. Le paramètre star ici, le paramètre star est très utile quand vous voulez commencer à 1 au lieu de 0 ou même à n'importe quel autre nombre. D'accord? Passons maintenant à la fonction zip. Son nom vient de zipper, comme une fermeture éclair. Elle ferme l'éclair de plusieurs collections ensemble, créant des paires ou plutôt des tuples d'éléments correspondants. D'accord? Maintenant, imaginez que vous êtes dans un laboratoire et vous avez les noms des patients d'un côté et les résultats des pH de l'autre dans deux listes séparées. C'est désordonné. D'accord? Maintenant, partons avec cet exemple-là. Je vais dire ici non. Voilà. Les noms de nos patients. Ici, je crée une nouvelle liste et je vais mettre ici Diarra. Voilà. Ensuite, je vais mettre ici Dambélé. D'accord? Voilà, ensuite je vais mettre ici, voilà, pourquoi pas Sissoko. OK, d'accord. Voici la liste de nos différents patients. Ensuite, nous avons les résultats des pH ici. On va mettre pH, ensuite, voilà, pH résultat dans une autre liste. OK, vous suivez? Voilà, on va mettre ici 7, 7,2. Voilà, ensuite 6, 6,8. Et ensuite, on va mettre 7,5. D'accord? 7,5. OK, d'accord. Avec la fonction zip, on les associe magiquement, élément par élément. Le premier nom avec le premier pH, le deuxième nom avec le deuxième pH. D'accord? Et ainsi de suite. Vous voyez, non? D'accord? On va maintenant utiliser la fonction zip dans une boucle for. D'accord? On va utiliser for nom. Voilà. Ensuite, on va mettre pH. Voilà, pH. Voilà. On va mettre for nom et pH. Voilà, ici comme ça. Ensuite, on va dire in. Et on utilise la fonction zip. D'accord? Qui prend en paramètre nos trois éléments, plutôt nos deux éléments, nom ici et pH et résultat. pH résultat. D'accord? Je fais attention. pH résultat. Voilà. Je ferme bien la parenthèse. D'accord? Et maintenant, nous allons afficher tout ça ici. On va mettre ici, on va utiliser un f-string. Ensuite, on dira entre les accolades non ici. Voilà, sans S à un pH, voilà, on va mettre ici pH ici, à un pH, voilà, plutôt on va mettre ici, on va à un pH, à un pHD, et ensuite on va mettre ici le pH, d'accord? OK. Maintenant, affichons ça pour voir ce que ça va nous donner, d'accord? J'ouvre, voilà, j'ouvre le terminal et je tape Python, manipulation avancée.py, voilà. D'accord, vous voyez, Diarra a un pH de 7,2, d'accord, vous voyez, non? Diarra a un pH de 7,2, Dambélé a un pH de 6,8 et Sissoko a un pH de 7,5, d'accord, ok, fonctionnel, d'accord. Maintenant, voyons un cas un peu avancé. On peut même assembler trois collections ou plus, d'accord? Ajoutez maintenant les dates des analyses. D'accord, on va dire ici, juste ici, on peut mettre ici, d'accord, on peut mettre ici date. Voilà, on peut mettre ici date est égale à, ici on va mettre 2024, premier mois les 15, voilà, voilà, et on va répéter ça 16 et 17, d'accord? Donc je copie ça ici, je le colle, voilà, et ensuite, voilà, je le colle ensuite et je vais mettre ici 17 et mettre ici 15, d'accord? Vous voyez, non? Ok. Maintenant, nous allons parcourir avec, voilà, avec maintenant le nouvel élément qui est date ici, d'accord? Et on va mettre ici, c'est très simple, hein? C'est pratiquement ce même code ici. Je vais même le couper. Voilà, on va laisser ça ici et on va descendre ici en bas. On va les mettre ici. Et ensuite, on va mettre ici date, d'accord? On va mettre ici date et ici, entre parenthèses, date avec S, d'accord? Vous voyez, non? Voilà, on peut dire ici, maintenant, on va, au lieu de mettre nom à un PHT, donc, on va utiliser un séparateur visuel, ok? On va mettre ici, voilà, un séparateur, voilà. Ensuite, ici, après PH, voilà, pour la date, on va mettre ici un autre séparateur ici, d'accord? Ok. Et pour ici, voilà, on va écrire date, voilà, pour visuellement que ça soit bien plus descriptif, d'accord? Et on met ici date, très simple, d'accord? Maintenant, je vais exécuter ce code, vous allez voir le résultat.
Voilà, je le positionne bien ici. On nettoie ça et on relance le programme. D'accord, vous voyez Jara PH ici et ici la date. Voilà, 2024, premier mois les 15, Damélé PH 2024. Voilà, ainsi de suite. Ok, vous voyez, non? C'est bon. D'accord. Il existe également une astuce très importante. D'accord. Si les collections ont des longueurs différentes, d'accord, Zip s'arrête automatiquement à la plus courte. C'est une sécurité intégrée. D'accord. Par exemple, ici, partons avec un autre exemple. Si je dis ici nom 2, voilà, on va le mettre ici directement. On va dire nom 2 est égal à, on crée, voilà, une nouvelle liste. On va mettre ici, disons, la même chose ici. D'accord. On va mettre les deux premiers noms ici. D'accord. On les met ici directement. OK. On les met ici et ensuite on va dire, voilà, on va utiliser la fonction zip directement ici dans une fonction print en utilisant la fonction list qui sert aussi à transformer un élément en liste de données. D'accord? On va mettre ici zip ensuite et on va mettre nom de, voilà, et ph résultat. Attendez, ph résultat. Voilà. OK, nom de avec s ph résultat. D'accord, vous allez voir lorsqu'on exécute ce programme. Voilà, vous voyez, attendez, voilà. Il a écrit or ici, même si nom de ne contient que nom de contient effectivement des noms ici, mais les résultats pH c'est 3, donc il s'est automatiquement arrêté à 6, plutôt ici. Voilà, vous voyez, il s'est arrêté à 6,8 de pH qui est attribué à Damélé et n'a pas continué jusqu'à 7,5 car dans nom, ici, on n'a que deux éléments. Donc, il fait correspondre le premier au premier et le second au second. D'accord? Sans continuer. D'accord. On peut aussi convertir les résultats des zip en un dictionnaire. C'est très pratique pour créer des associations clés-valeurs rapides. D'accord? Maintenant, si on part avec un autre exemple, attendez, je vais commenter ça, voilà, pour que visuellement, que ça soit plus clair. D'accord? Voilà. Partons avec maintenant un autre exemple. D'accord? On va dire ici patient pH. Voilà. Patient pH dict. D'accord? OK. On va mettre ici dict. Voilà. Pour convertir, voilà, notre résultat en dictionnaire clé-valeur. D'accord? Ensuite, on va utiliser dans cette fonction dict qui permet de convertir des éléments en dictionnaire. Donc, on va utiliser la fonction zip à l'intérieur de celle-ci. Et on va mettre ici nom. D'accord? Qui sera considéré comme la clé de notre de nos dictionnaires, voilà, de notre dictionnaire plutôt. Et ensuite, on va utiliser pH et résultats qui seront considérés comme les valeurs, d'accord? Très simple. Maintenant, on va et afficher tout ça. On va mettre ici patient pH et vous allez voir le résultat ici. Voilà, voilà, je viens ici, je nettoie tout ça et je relance le programme. Voilà, vous voyez, Jara a comme voilà, ici vous voyez non, la clé Jara a comme valeur 7,2, la clé d'Amelia a comme valeur 6,8 et la clé Sissoko a comme valeur 7,5. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est fonctionnel. OK. Justement, parlons des dictionnaires. Au chapitre 11, le chapitre précédent, on a vu la méthode get, case, value et item. Mais il y a d'autres méthodes très utiles qu'on n'a pas eu le temps d'explorer. Voyons-les rapidement maintenant. D'accord? Commençons par la méthode update. Elle permet de fusionner deux dictionnaires ou d'ajouter plusieurs paires clés-valeurs d'un coup. C'est comme une mise à jour massive, d'accord? Partons maintenant avec un exemple très concret. On va dire ici patient, voilà, patient base, d'accord? Les patients de base, d'accord? On va dire patient de base est égal, d'accord? On crée un dictionnaire avec les noms de ces différents patients. On va dire ici nom, d'accord? Voilà, on va partir avec l'exemple du chapitre dernier, c'est là. Voilà, ensuite ici on va mettre son âge, voilà, ayant pour valeur 45, voilà, vous vous souvenez bien, d'accord? Maintenant, on va créer d'autres informations. Donc, on va mettre ici nouvelle info qui sera elle aussi un dictionnaire. On va dire ici ville, d'accord, ville Cathy, voilà, vous vous souvenez, comme la dernière fois. Et ensuite, ici, on va mettre statut, voilà, statut, et on dira statut stable, voilà, exactement comme la dernière fois, stable, d'accord? Ok, maintenant, nous allons utiliser la méthode update et vous allez voir comment est-ce qu'elle fonctionne. D'accord, on va mettre ici patient base point update, d'accord, et à l'intérieur de la méthode update, on va mettre nouvelle info. D'accord.
très simple. D'accord? Maintenant, si on décide d'afficher print patient base, vous allez voir le résultat patient base. D'accord? On va l'exécuter tout de suite. Voilà, je nettoie tout ça et j'exécute le programme. Vous voyez, non? On est parti avec un dictionnaire contenant des clés et des valeurs pour nous retrouver avec un dictionnaire contenant 4 clés et 4 valeurs, comme vous pouvez le noter ici. D'accord? Ok. Maintenant, si, si une clé existe déjà, la méthode update écrase l'ancienne valeur. C'est très pratique quand vous recevez des données complémentaires d'une base de données ou d'une API. D'accord? Ok. Maintenant, partons avec un autre exemple. On peut dire ici patient base. Voilà. Au lieu de, voilà, on a fait ça ici. Ensuite, je vais dire ici patient base maintenant. Patient base point update à nouveau. Et on va mettre ici âge. Voilà. On va changer l'âge. Voilà. Âge est égal à maintenant 46. D'accord? Vous voyez? Voilà, c'est très simple. Attendez, voilà, c'est très simple. Voilà, voilà, on va dire ici dans un dictionnaire. On n'oublie pas les accolades ici. D'accord, je mets bien, voilà, pour fermer l'accolade. Voilà, ok, vous voyez. Maintenant, on va exécuter, on va afficher des nouveaux patients base et vous allez voir le résultat. D'accord, ok, on l'exécute. Il veut pas, voilà, je vais l'exécuter ici. Voilà, vous voyez, non? Voilà, premier affichage, ça donne ça. Voilà, second affichage. Là, j'ai changé en 46. OK? Vous voyez, très simple à comprendre. Ensuite, vient la méthode pop. Similaire à la méthode pop des listes, elle retire une clé spécifique et retourne sa valeur. C'est très utile quand vous voulez récupérer et supprimer en même temps. D'accord? Maintenant, disons que, voilà, on va effacer. Voilà, je vais effacer ces deux affichages-là ici. Voilà, on va laisser tout ça ici en place. Voilà, j'efface ça de nouveau. OK. Maintenant, je continue avec un exemple pour la méthode pop. D'accord? Pop statut, on va dire ici statut. Voilà, j'ai plutôt statut. On va mettre ici statut. Voilà, statut retire. Statut retire est égal à patient. On va mettre ici patient base. Voilà, patient base point pop. On utilise la méthode pop pour retirer la clé statut. D'accord? La clé statut. OK. D'accord. Ensuite, nous allons afficher. On va faire un affichage print statut. On va mettre ici statut. Voilà, statut retiré. On dira statut retiré. Et on va mettre le statut en question. Car vous vous souvenez bien que la méthode pop, non seulement il va supprimer, mais ensuite il va aussi récupérer la valeur en question, la valeur dont elle a supprimé. D'accord? OK. Maintenant, on va afficher patient base. Voilà, patient base. OK, très simple. D'accord? On va faire un premier affichage ici en haut. Voilà, pour que vous voyez bien la différence. D'accord? Je vais même faire rapprocher ça ici. Premier affichage ici. Voilà, on met de l'espace pour une meilleure lisibilité. OK, d'accord. Maintenant, on affiche. Vous allez voir. D'accord, je nettoie tout ça et j'exécute le programme. Voilà, vous voyez, voilà la liste de départ. Voilà, stable a été supprimé et voici la liste, le nouveau dictionnaire plutôt, l'ancien dictionnaire de départ ici et le nouveau dictionnaire ici. D'accord? Ok, d'accord. Maintenant, poursuivons. Si la clé n'existait pas, Pop génère une erreur. D'accord? Très simple à comprendre, mais vous pouvez lui donner une valeur par défaut pour éviter ça. Exactement comme avec la méthode get, d'accord, qui est bien plus sécurisée, d'accord. Ici, on va voir un autre exemple. Disons que maintenant, on souhaite retirer groupe pour groupe sanguin, d'accord. Mais comme ici, comme vous pouvez le remarquer ici, il n'y a pas une clé correspondant à un groupe, encore moins une valeur pour ces groupes sanguins, d'accord. Partons maintenant avec un autre exemple. D'accord, on va descendre à la ligne. Je vais dire ici groupe sanguin. Groupe sanguin est égal à patient.base, patient.base.pop. Voilà, on va supprimer groupe qui n'existait pas pour rappel. D'accord, maintenant, si cette clé n'existait pas, on dira tout simplement non spécifié, comme la dernière fois. Non spécifié, d'accord? Non spécifié, ok? D'accord, maintenant, on va afficher groupe, d'accord? Print groupe sanguin. D'accord? Comme avec la méthode get. Vous vous souvenez bien? D'accord. OK. Maintenant, on va exécuter le programme. Voilà, vous voyez, non spécifié. Maintenant, là, si j'avais mis ici, disons, partons avec ville. Voilà. Pour que vous voyez la différence. Voilà, vous voyez, cette fois-ci, ça affiche bien Cathy, car c'est Cathy qu'on veut supprimer. Donc, la récupérer ici directement. Donc, il n'a pas utilisé la valeur par défaut qui correspondrait à non spécifique. D'accord.
Maintenant, il existe également la méthode pop item. Elle retire et retourne la dernière paire clé-valeur ajoutée au dictionnaire. Depuis Python 3.7, les dictionnaires conservent l'ordre d'insertion. Donc, pop item retire toujours le dernier élément. D'accord? Maintenant, disons, partons avec un autre exemple. D'accord? Disons que je souhaite, disons, voilà. Attendez, ok, je vais supprimer seulement les impressions ici, ou plutôt les affichages plutôt. Je vais les supprimer tous, je vais tous les supprimer ici, d'accord. Je garde le code tel qu'il est, d'accord. Maintenant ici, je vais descendre en ligne et je vais faire dernier, voilà, dernière clé plutôt, on va dire dernière clé, voilà, dernière clé. Ensuite, voilà, on va utiliser dernière valeur, voilà, dernière valeur. Voilà, dernière valeur est égale ici, on va dire ici patient. Point pop item, voilà, pas pop seulement pop item, car ici on veut supprimer la dernière clé et ainsi que la dernière valeur aussi, d'accord? Ensuite, maintenant, on va dire ici print string, on va mettre ici maintenant et retirer, voilà, retirer, voilà, et ici, ensuite, on va mettre ici dernière clé et ici, voilà, on va dire dernière clé égale dernière valeur, d'accord? Dernière valeur. Ok, d'accord. Si on fait ça ici et ensuite on va décider, on va afficher ici encore notre dictionnaire initial, patient base. D'accord? Ok, maintenant je vais exécuter ce programme ici. D'accord? On va voir ce que ça va nous donner. J'exécute le programme, vous voyez, et retirer, voilà, âge 46, âge est égal à 46. Maintenant notre dictionnaire ne fait plus que non, c'est là. D'accord, car on a effectué ici pop qui avait retiré ici, voilà, qui avait retiré ville, ensuite tout, voilà. Vous voyez, non, qui avait retiré ville s'il existait, ainsi de suite. D'accord, vous voyez, non? Ok, continuons maintenant avec la méthode setDefault. Elle récupère la valeur d'une clé, mais si la clé n'existe pas, elle l'ajoute avec une valeur par défaut. C'est un get qui crée la clé si elle manque. D'accord? Partons maintenant avec un autre exemple. Toujours, je vais supprimer les affichages ici. D'accord? Je vais les supprimer. Je laisse le code tel qu'il est. Ensuite, je vais mettre ici taille. Voilà, on va dire la taille est égale à patientbase.set default. D'accord? On va mettre ici taille. Voilà. Et ensuite, on va mettre 1 mètre. Attention, je vais mettre ici 1,75. Voilà, pour 1,75 m. D'accord? Ensuite, on va afficher print. On va afficher la taille, bien évidemment. Ensuite, on va afficher notre dictionnaire patient base, d'accord? Voilà, patient base. Ok, voilà, vous allez voir ce que ça va nous donner. Ok, voilà, je viens ici, je nettoie tout ça et j'exécute le programme. Voilà, vous voyez, notre dictionnaire fait maintenant aussi là, ensuite taille 1,75 m, d'accord? Ok. C'est très utile pour initialiser des compteurs ou des valeurs par défaut dans les boucles sans avoir à vérifier l'existence de la clé à chaque fois. D'accord? Et maintenant, enfin, on va voir la méthode clear. Voilà, elle vide complètement le dictionnaire. Toutes les paires et clés valeurs disparaissent totalement. D'accord? C'est très simple à utiliser. D'accord? On va dire tout simplement ici, voilà. Laissons cet affichage ici. On va mettre ici patient.base clear. Voilà. Très simple à utiliser. Ensuite, on va dire print patient base. D'accord? Vous allez voir, ça va nous renvoyer un dictionnaire vide ou rien du tout. D'accord? Ok. Je nettoie tout ça. J'exécute le programme. Voilà. Vous voyez, un dictionnaire. D'accord. C'est tout pour les méthodes manquantes pour les dictionnaires dont on n'avait pas exploré le chapitre précédent. D'accord? Et revenons maintenant à nos fonctions avancées, notamment la fonction map qui est faite pour la transformation des données. Elle applique une opération à chaque élément d'une collection et crée une nouvelle collection transformée. Par exemple, dans un cas médical concret, supposons qu'on a des températures en Celsius, on veut les convertir en Fahrenheit pour un rapport international. D'accord? Partons maintenant avec ce petit exemple. Disons ici que Celsius, voilà, on va dire ici Celsius, Celsius est égal à, voilà, on va mettre nos différentes températures dans une liste, on va dire ici 36,5 degrés Celsius, ensuite on a 37,2 degrés Celsius, voilà, et enfin on a 39,0, voilà, degrés Celsius, d'accord? On pourrait écrire une boucle for classique, mais il y a plus élégant. Avec la fonction map, on utilise une expression lambda pour faire la conversion. Une lambda, c'est une petite formule mathématique qu'on écrit en une seule ligne.
ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on abordera la notion de fonction dans les chapitres à venir, vous y verrez un peu plus clair. D'accord? Maintenant, partons avec ce petit exemple avec la fonction lambda qui est aussi considérée comme une fonction anonyme, mais tout ça sera abordé lorsqu'on abordera le concept de fonction et modularité. D'accord? Ok. Maintenant, on va dire ici Fahrenheit. D'accord? Fahrenheit, voilà, Fahrenheit, voilà, si je me trompe pas, non, on écrit Fahrenheit comme ça, Fahrenheit, voilà, c'est comme ça, ensuite HET. Ok, c'est comme ça. Fahrenheit est égal à liste. Voilà, on va utiliser la méthode liste ou plutôt la fonction liste pour convertir nos éléments en une liste de données. Ensuite, on va utiliser la fonction map. Voilà. Et maintenant, notre fameuse lambda. Voilà. On va mettre lambda dans map. D'accord? Lambda. Voilà, vous voyez. Ensuite, on va dire C. Voilà, pour conversion. D'accord? Ensuite, on va multiplier C. Voilà, la formule de Celsius en Fahrenheit, d'accord, on multiplie ça par 9 divisé par 5, d'accord, par 5 plutôt, ok, plus, on va mettre ici 32, voilà, ok, et ensuite, on ajoute Celsius ici, qui est le second argument, d'accord, attendez, voilà ici, on va mettre ici Celsius, voilà, vous voyez, d'accord, ok, tout est bon, ensuite, on va afficher Fahrenheit. D'accord. En 3 lignes seulement. D'accord. Fahrenheit. Ok, voilà. Ok. Vous voyez? D'accord. Et on me signale qu'il y a une petite erreur ici. Qu'est-ce qui ne prend pas? Liste map. Ah, ok. Quel est le problème? Ah, voilà, c'est ça ici. Bien évidemment, on doit multiplier ça par ça. Là. Et Celsius, est-ce que Celsius là aussi, voilà, c'est pas bien écrit. Celsius, voilà, degré Celsius. Ok, d'accord, vous voyez. D'accord, maintenant on va exécuter notre programme pour voir ce que ça va donner. Attendez, je nettoie tout ça. Python, là, manipulation avancée.py. Ok, vous voyez, ça a converti toutes les valeurs se trouvant ici, d'accord. Donc, ce qui signifie que 36,5 degrés Celsius donne en Fahrenheit 97,7, ainsi de suite. Vous voyez, non? Ok, d'accord. La syntaxe lambda, c'est comme une mini-fonction anonyme. On a d'abord lambda, d'accord. Ensuite, après lambda, on a le paramètre en question, voilà. Et ensuite, l'expression. Tout ça, c'est considéré comme l'expression, d'accord. Ici, lambda C prend chaque température Celsius. Et C ici, c'est multiplié par tout ça, d'accord. Ici, jusqu'à là, ici, voilà. Converti en Fahrenheit. D'accord? Autre exemple très pratique, c'est convertir tous les noms en majuscules pour un affichage standardisé. Par exemple, vous n'êtes pas sans le savoir que généralement, on utilise plutôt, on écrit les noms de famille tout en majuscules. D'accord? Ici, on pourrait passer directement la méthode str-upr comme transformation. D'accord? Supposons ici, partons avec un petit exemple également. On pourrait dire ici, je sais pas, voilà, attendez, et supprime tout ça. D'accord? On va dire ici nom majuscule. Voilà. Nom majuscule est égal à liste. Voilà. On va dire ici liste. Voilà. Et ensuite, on va utiliser map. Voilà. Et dans map, on va dire str.upper. Voilà. OK. On va dire str.upper. Voilà. Et ensuite, on va mettre ici nom. D'accord. À condition, bien évidemment, comme la dernière fois, que nos noms soient une liste de noms. D'accord. Ok, voilà ici et ensuite on pourrait tout simplement décider de mettre ici nom majuscule, d'accord? Même si ici on n'a pas des variables, voilà, c'est juste un exemple, d'accord? Juste un exemple, ici on peut mettre seulement voilà, nom majuscule, d'accord? Ok, on signale qu'il y a des petits problèmes ici, voilà, parce que nom n'a pas été défini bien évidemment. Si on mettait ici nom, c'est un exemple, d'accord? On va mettre ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre Fanny, là, disons Koulibaly ou Libali, ok? Voilà. Disons ça seulement, d'accord? Voilà, je sais pas si tout ça, ça va prendre. Bon, on peut l'exécuter pour voir, voilà, mais seulement, retenez que c'est le concept seulement qui compte ici, d'accord? Voilà, même si voilà, vous voyez, ça met Fanny, ça met tout en majuscule, d'accord? Vous voyez? Vous voyez, non? Donc, ici, on a transformé avec la fonction map, tous nos noms en majuscules, d'accord? Également, la fonction map est extrêmement puissante. Quand vous devez appliquer exactement la même transformation à des centaines, voilà, à des centaines ou des milliers d'éléments. C'est beaucoup plus rapide et lisible
qu'une boucle manuelle. D'accord? Maintenant, la fonction filter, elle est faite pour la sélection des données selon un critère. Elle garde seulement les éléments qui respectent une condition. La critère, c'est une expression qui retourne true ou false. La fonction filter garde seulement les éléments où l'expression retourne true. C'est comme un filtre à café. Il laisse passer ce qui est bon et retient le reste. D'accord? Un cas médical très pratique. Imaginons qu'on a des résultats de pH et on veut garder ceux qui sont basiques, c'est-à-dire ceux qui ont un pH supérieur à 7,0. D'accord? Maintenant, virons tout ça. D'accord? Ici, je vais virer tout ça. Je vais dire ici pH all, voilà, pour tous les résultats de pH. On va dire ici 6,8, d'accord, et ensuite 7,1, ensuite 7,5. Voilà, ce sont juste des exemples. Après 6,5 et 8,0, voilà, et on termine par 7,3, d'accord? Ok. Maintenant, on utilise la fonction filter avec une lambda qui teste la condition pH supérieur à 7,0. Seuls les pH qui passent ce test sont conservés. D'accord? Ici, on va dire ici, on va mettre ici basique est égal à liste. Voilà, on convertit toujours en liste de données, filter. Voilà, on utilise la fonction filter et à l'intérieur, voilà, on va utiliser la fonction anonyme lambda. On va mettre ici pH. D'accord. Ensuite, ici, on va mettre l'expression pH. pH supérieur, comme on l'a dit. Le pH doit être supérieur à 7,0 pour être considéré comme basique dans notre exemple. Et ensuite, on passe l'argument pH all. D'accord? Très simple. D'accord? Et maintenant, on va afficher ce résultat. Basique. Attendez. Voilà. Vous voyez? Très simple. D'accord, on va afficher tout ça et vous allez voir ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, ça affiche bien les résultats supérieurs à 7,0, 7,1 ici, pH 7,5, 8,0 et 7,3. Ok, d'accord. C'est exactement comme une condition if dans une boucle, mais en beaucoup plus concis et pythonique. Maintenant, partons avec un cas assez avancé et très réaliste. On veut filtrer une liste de dictionnaires. Imaginez qu'on a une liste de patients avec leurs informations. On veut garder seulement ceux avec un statut anormal pour un suivi prioritaire. D'accord? Ok, maintenant passons avec cet exemple un peu avancé. On va dire ici patient. Patient est égal à, on ouvre notre liste des dictionnaires. D'accord? Notre liste plutôt contenant des dictionnaires. D'accord, maintenant notre premier patient, on va mettre ici premier patient, voilà, le nom du premier patient, on va mettre ici nom. Ensuite, voilà, le nom de ce patient, partons avec connaît, voilà, connaît. Ensuite son statut, voilà, plutôt le statut de son résultat, on va dire ça comme ça. Statut, voilà, et ensuite ici on va mettre normal, voilà, normal pour ce patient. Ensuite, on n'oublie pas, on met les virgules et on passe au patient suivant, toujours nom. Voilà, on peut mettre ici Sangaré, voilà, statut, voilà, statut, voilà, le statut, ça peut être, voilà, disons anormal, voilà, virgule ensuite, et on descend pour le troisième patient, on va mettre ici nom, attention, il faut mettre ici nom, voilà, on peut mettre, quel nom choisir, disons Bakayoko. Voilà, Bakayogo, voilà, je vais y arriver. On va mettre ici Bakayogo et son statut. Voilà, statut, voilà. On va mettre de nouveau normal, d'accord? On va mettre ici normal. Ok, on va mettre normal, d'accord. Voilà notre liste de patients, d'accord? Maintenant, on utilise filtre, voilà, la fonction filter avec une méthode lambda qui accède à la clé statut de chaque dictionnaire et vérifie si elle vaut un nom. D'accord? Voilà. Vous vous souvenez bien de l'exemple du chapitre dernier. D'accord? On va faire ça maintenant en utilisant la fonction filter. D'accord? On va mettre ici anormaux. Voilà, pour les résultats anormaux ou les statuts anormaux. D'accord? On va mettre ici liste. Voilà, toujours en converti. Et on utilise la fonction filter avec lambda. Voilà. Ensuite P. Voilà, pour patient. Et ensuite, on va dire ici P ayant pour, voilà. Comme c'est une liste, donc on va mettre ici, c'est plutôt un dictionnaire statut, voilà, statut ayant un statut qui vaut, voilà, qui vaut anormal. Voilà, c'est la même chose que l'exemple qu'on a eu à faire dans le chapitre dernier, mais cette fois-ci en utilisant la fonction filter, d'accord? Et maintenant on passe en argument patient, d'accord? Très simple, vous voyez, non?
Voilà, maintenant on va afficher anormaux, tout simplement anormaux. Vous voyez, d'accord, je vais exécuter le programme pour vous montrer un aperçu. Vous voyez, non, non, Sangaré statut, et c'est bien anormal comme on l'a défini dans notre condition ici. D'accord, vous voyez, en une seule ligne, on filtre des données complexes. C'est à ça, voilà, c'est ça qui fait la différence entre un code amateur et un code professionnel. D'accord? La vraie magie arrive quand on combine map, filter et les autres fonctions ensemble. C'est ce qu'on appelle le chaînage ou les pipelines de traitement. Prenons un scénario médical. Supposons qu'on veut, voilà, premièrement, convertir les températures Celsius en Fahrenheit. Deuxièmement, garder seulement les fièvres, c'est-à-dire supérieures à 100,4 Fahrenheit. Et enfin, troisièmement, les arrondir à une décimale pour l'affichage. D'accord? D'accord, maintenant, voilà, je vais virer tout ça. Voilà, on va partir avec ce scénario concret. Je vais mettre ici Celsius. Voilà, degrés Celsius et on ouvre, voilà, on va mettre les différentes températures à l'intérieur. D'accord, je vais mettre ici 37,0. Voilà, ensuite 38,5 plutôt. Voilà, ensuite j'enseigne avec 36,5. Voilà, et enfin 39,2. 39,2. D'accord? Ok. Version lisible avec variable intermédiaire. On fait chaque étape séparément pour bien comprendre le processus. D'accord? Maintenant, partons avec les différentes étapes. D'accord? On va mettre ici, attendez, je vais mettre ici étape 1. D'accord? Voilà, pour bien séparer ce qu'on va faire. On va dire maintenant conversion en Fahrenheit. D'accord? Je vais mettre ici, voilà, conversion, voilà, Fahrenheit. D'accord, Fahrenheit, voilà, je sais pas si je l'ai bien écrit, attendez, comme ça, voilà, je me trompe toujours avec Fahrenheit, d'accord, ok, conversion Fahrenheit, ok, est-ce que c'est bien ça, attendez, je vérifie bien, oui, non, c'est plutôt ça, ok, il y a N ici, il y a H ici, d'accord, conversion Fahrenheit, d'accord, ok, maintenant, on va mettre ici liste, d'accord, on n'oublie pas, liste, et ensuite map, voilà, et ensuite on va mettre ici lambda, voilà, comme ce qu'on avait fait la dernière fois, lambda c'est, voilà, pour Celsius, ensuite on multiplie les C, voilà, la formule pour passer des degrés Celsius à Fahrenheit, d'accord, vous ne l'avez pas oublié j'espère, et on divise 9 par 5, voilà, le tout, voilà, on l'additionne par 32, voilà, et on passe Celsius en argument, d'accord, très simple, d'accord, maintenant on va afficher tout ça, on va afficher print fstring, on va mettre ici, voilà, Fahrenheit, voilà, Fahrenheit 2 points, et on va mettre la valeur de Fahrenheit. D'accord, très simple. D'accord, on va mettre ici Fahrenheit, voilà. Attendez, on va partir seulement ici avec Fahrenheit au lieu de mettre conversion, voilà. Étape 1, bon, on peut mettre étape 1 conversion au lieu de Fahrenheit conversion, d'accord. Étape 1 conversion, d'accord. Je vais mettre ici conversion. Ok. Maintenant, Fahrenheit. Voilà. On va mettre ici Fahrenheit. Voilà. D'accord. Ok. Maintenant, l'étape 2, filtrage. D'accord. On va mettre ici étape 2, filtrage. Étape 2, filtrage. D'accord. Maintenant, on va mettre fièvre. Voilà. Liste. Et ensuite, on va utiliser la fonction filter. D'accord. Comme on est en train de faire du filtrage. Ça, voilà. C'est la va de soi. D'accord. Toujours, on utilise lambda. Voilà, on va utiliser lambda, ensuite on va mettre fièvre ici, F pour fièvre, et le F là, ça doit être supérieur, comme on l'a dit, voilà, à 100,4 Fahrenheit, bien évidemment, et ensuite on passe l'argument Fahrenheit. Très simple, d'accord? Maintenant, l'étape 3 est la dernière étape. On va mettre ici étape 3, voilà, qui correspondrait à arrondi, voilà, ou arrondir, voilà. On va dire arrondir, d'accord? Voilà, l'étape 3 correspond à arrondir la valeur obtenue, très simplement, d'accord? Maintenant, on va dire arrondi, voilà, on ne s'embête pas avec les non-variables, elles sont assez, voilà, les variables sont assez explicites, leur nom est vraiment très explicite, d'accord? On va utiliser maintenant map, d'accord? Liste map, ensuite on passe toujours lambda, voilà, pour créer une fonction anonyme. D'accord. Et maintenant, on va mettre F. D'accord. On va arrondir. On va utiliser la fonction round
voilà, qui sert à arrondir. D'accord? Ne vous inquiétez pas, nous verrons tout ça lorsqu'on abordera les fonctions et la modularité. D'accord? Maintenant, voilà, on lui passe un argument f, voilà, et on va arrondir d'un chiffre. D'accord? Ok. Maintenant, c'est d'où l'usage de 1. Maintenant, et on passe en argument fièvre. Ok, très simple. D'accord? Voilà. On va afficher ça pour ne pas oublier. On va dire, disons, résultat final arrondi. Voilà. On va mettre un F string ici. On dirait résultat final arrondi. Résultat final arrondi. D'accord? Et on met ici arrondi. D'accord? Et ici aussi, voilà. On va afficher tout ça. Voilà. Pour qu'il y ait voilà, une certaine cohérence avec les autres. F string. On va dire ici fièvre, voilà, les fièvres, voilà, les températures qui sont considérées comme étant de la fièvre. Donc, on va mettre ici, qu'est-ce qu'on va mettre avant d'oublier, voilà, on va mettre, on passe directement la variable fièvre ici, très simple, d'accord? Maintenant, la version chaînée élégante, on imbrique les fonctions map dans filter plutôt, et dans map aussi. Ça peut sembler compliqué au début, mais c'est très puissant. D'accord? Attendez, avant de faire ça, on va exécuter ce programme pour voir ce que ça va nous donner. D'accord? Je relance. Attendez, voilà, je nettoie et je relance le programme. Vous voyez, Fahrenheit, voilà, on a converti d'abord l'étape 1, conversion ici, on a fait la conversion. L'étape 2, on a identifié ceux qui sont fièvres, ceux qui sont supérieurs à 100,4 Fahrenheit, donc c'est-à-dire ici 101,3 et 102,56, et ensuite on a affiché les résultats arrondis. D'accord, vous voyez ici comme c'est 5 ici, donc 56, il a pris 6 ici directement, 3 comme c'était déjà arrondi, donc voilà. Ce n'était plus la peine, d'accord? Maintenant, on va voir la version élégante chaînée, d'accord? Ok, on ne va pas effacer tout ça, on va seulement descendre la ligne et je vais descendre un peu ici pour que vous voyez bien mieux le résultat, d'accord? En une seule ligne, vous allez voir ce qu'on va mettre ici. Suivez bien, d'accord? Et résultat, on va dire résultat est égal à liste, voilà, on n'oublie pas liste, d'accord? Et ensuite, dans liste, voilà, comme je préfère, voilà, on va descendre à la ligne pour que ça soit vraiment explicite. On va mettre ici map, d'accord? On ouvre voilà, les parenthèses ici immédiatement et je vais lui passer un autre argument. Je vais descendre à la ligne. On va mettre ici lambda, d'accord? Suivez bien. Et ensuite F, voilà, pour bien évidemment la fièvre, d'accord? Comme on l'a fait la dernière fois, on va arrondir ici tout ça et on va lui passer F, voilà, et on va l'arrondir d'un, voilà, seulement d'un seul chiffre, d'accord? Vous voyez, non? Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction filter, d'accord? Je vais ensuite descendre à la ligne de nouveau. Je vais mettre ici filter, voilà. Et on va utiliser lambda, toujours, suivez bien, lambda f, voilà, vous allez voir. Ensuite, on va F, tant que ça doit être supérieur à 100, voilà, à 100,4, vous connaissez, non, à 100,4 Fahrenheit. Ensuite, ici, toujours ici, on va utiliser maintenant une autre fonction map. Je sais, c'est vraiment imbriqué, mais vous allez voir pourquoi on fait tout ça. Lambda, vous aussi, je peux même descendre à la ligne, d'accord? On va essayer de descendre à la ligne, d'accord? Pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Voilà, on va mettre map ici pour bien spécifier que ça fait partie des filtres, d'accord? Ok, on va mettre ici map, d'accord? Et je vais mettre ici lambda, voilà, et je passe, voilà, les deux paramètres. Ensuite, l'expression, c'est, voilà, la formule pour passer de degrés Celsius à Fahrenheit, d'accord? Toujours la même formule, voilà, 9 divisé par 5 et on ajoute 32, voilà. Ensuite, on va passer le Celsius, très simple, comme on l'a vu, Celsius, voilà, ok. Si je me trompe pas, est-ce que c'est bien ça? Ok, pour ne pas me tromper, je vais mettre ici Celsius, d'accord? Ok, voilà, il n'y a pas d'erreur, ok. D'accord, une fois que c'est fait, vous voyez, c'est terminé comme ça. Vous voyez, on aurait pu mettre tout ça sur une seule ligne, mais je l'ai décortiqué pour que voilà, vous ayez un aperçu bien plus propre et plus compréhensible. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, très simple, on affiche seulement un résultat. D'accord? Tous ces codes que vous voyez en haut ici, voilà, on l'a résumé ici seulement. D'accord? Vous allez voir, ça va donner exactement le même résultat. Vous voyez ce même résultat, non? D'accord? On relance le programme. Voilà. Vous voyez? Ça donne exactement le même résultat. Donc, comme j'ai affiché le résultat ici, vous voyez, et ici, le résultat. D'accord? C'est la même chose exactement.
D'accord. OK. Waouh. Vous voyez, en une seule expression, certes complexe, vous faites une pipeline complète de transformation des données. C'est à ça qu'on reconnaît la programmation fonctionnelle. Les données passent d'une transformation à l'autre comme sur une chaîne de montage. D'accord. Maintenant, on va combiner tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour un projet réaliste. Analyser les résultats d'une campagne de dépistage du COVID-19. On a des données brutes sous forme de tuples, nom du patient, âge, résultat du test, positif, négatif et date du test. D'accord? Également, ici, cette première ligne représente l'emplacement de Python 3 sur les distributions Linux et celle-ci, la deuxième ligne, ça correspond à un encodage UTF-8 qui est recommandé, notamment si vous avez des accents dans vos différentes écritures. D'accord? C'est pareil ici. Voilà, c'est défini par défaut ici avec Visual Studio Code. OK. Nous avons également la description de notre projet. Projet du chapitre 12, analyse complète des résultats médicaux. La chaîne Largest, apprendre Python, voilà, c'est la description de notre projet ici. Ce programme analyse les résultats d'une campagne de dépistage COVID en utilisant les fonctions avancées enumerate, zip, map, filter et les méthodes complémentaires des dictionnaires. Fonctionnalité, transformation des données brutes en structure organisée, filtrage des cas positifs et identification des patients à risque, génération de statistiques et rapports prioritaires et enfin démonstration des méthodes des dictionnaires telles que update, pop et set default. D'accord. Maintenant, commençons avec nos données brutes sous forme de tuples tels que le nom du patient, l'âge, le résultat du test, que ce soit positif, négatif, ainsi que la date du test. D'accord. Ici, on va mettre ici données brutes. D'accord, je vais mettre ici données brutes. Voilà, les données brutes, voilà, comme on l'a dit, ça peut être le nom du patient, son âge, voilà. Ensuite, les résultats, voilà, les résultats du test, résultats, d'accord. Et ensuite, on va mettre date du test, voilà, date, d'accord. OK. Maintenant, on va initialiser notre variable intitulée données brutes, d'accord. On va mettre ici données brutes. Données brutes, d'accord, sous forme de tuples, voilà, une liste contenant des tuples, d'accord, ici, voilà, on va mettre ici, là, ensuite, je vais mettre son âge, 45, d'accord, le résultat du test, négatif, attention, on utilise une chaîne de caractères, donc ici, je vais mettre négatif, voilà, ensuite, la date en question, d'accord, sous forme d'une chaîne de caractères, on va mettre 2024, premier mois le 15, d'accord? Premier mois le 15. Attention, premier mois le 15. OK, d'accord. Voilà, on va continuer maintenant avec le second patient, d'accord? Voilà, quel nom de famille choisir? On va partir avec Fanny, voilà, d'accord? Je vais mettre ici Fanny. Ensuite, je vais mettre 62, d'accord? 62, voilà, et ensuite, on va mettre positif, d'accord? OK. Continuons avec la date. Donc, les dates là, elles vont se suivre tout simplement. Donc, je copie et je colle ça ici directement. OK, je change ça seulement en 16. OK, d'accord. Maintenant, on va continuer avec un autre patient, disons Bernard. Voilà, Bernard. Ensuite, ici, je vais mettre 60. Bon, partons avec 38 plutôt. OK, on va mettre 38. Ensuite, je vais passer par négatif. OK, date, donc je colle ça ici, je mets ici 17. OK, maintenant continuons avec le dernier patient, disons le blanc, voilà, on va partir avec ça, le blanc, d'accord, OK, le blanc ici, je continue, je vais mettre 71 pour son âge, ensuite le résultat, on va mettre positif, voilà, et ensuite on colle la date du test ici, d'accord, OK. Tout est bon. Avant de continuer avec l'étape 1 de notre projet, je me dis que nous allons regrouper les dates ensemble, d'accord? Donc ici, je vais mettre 15, d'accord? Et ici 16, voilà, 16 pour le troisième et le quatrième, d'accord? Le troisième et le quatrième patient, d'accord? Maintenant, nous allons passer à l'étape 1 qui consiste à transformer ces tuples en dictionnaire pour plus de lisibilité et de flexibilité. On va utiliser une liste en compréhension avec enumerate si on veut ajouter des IDs ou des identifiants. D'accord? Donc ici, voilà, l'étape 1, ça consiste à transformer. D'accord? On va dire transformation des données. Transformation des données. D'accord? Des données brutes. OK. D'accord. Dans la transformation des données brutes, on va mettre ici données. Voilà, les données qui vont être transformées. D'accord. On va utiliser une liste toujours.
OK. Maintenant, à l'intérieur de cette liste, on va utiliser un dictionnaire. D'accord, on va dire ici que les noms vont correspondre ici, voici D, OK, à l'emplacement 0, d'accord. On est en train de créer, voilà, une liste en compréhension ou un dictionnaire en compréhension, si vous voulez, d'accord. Ensuite, ici, on va mettre âge. Attention, je vais bien écrire âge, voilà, ayant les valeurs de D qui correspondraient aux données, d'accord, de la liste ici. Comme c'est une liste à l'indice, voilà, à l'index 1, d'accord? OK. Ensuite, on a les résultats. On va dire ici résultats. OK, je sais que c'est une notation assez complexe, d'accord? Mais vous allez voir, ça va être très explicite à la fin, d'accord? Ici, comme vous pouvez le voir, ça correspond à l'index 2, ici, les résultats 0, 1 et 2, d'accord? OK, l'index 2 et ensuite la date qui correspond à l'index 3, bien évidemment. D'accord? OK, on va dire ici index 3, D index 3. OK. Maintenant, voilà, vous allez comprendre for D in données brutes. D'accord. Vous voyez, c'est bien plus clair maintenant. Attendez. OK, voilà. À l'intérieur ici, voilà. Ici, je vais fermer le crochet. D'accord. Je vais fermer le crochet ici. Je ferme, attention. Je vais fermer le crochet. Attention, voilà, ici. OK. Je ferme le crochet et ici, on laisse ça comme ça. OK. Vous voyez maintenant, on a créé à l'intérieur de notre liste en compréhension l'ensemble des dictionnaires. On les a regroupés sous forme de dictionnaires car ici, cette étape, l'étape 1, attendez, je vais mettre ici étape 1, voilà, étape 1, transformation des données. D'accord, vous voyez, c'est bien plus clair maintenant. OK, maintenant nous allons afficher ces données tout de suite ici pour que vous ayez un visuel directement avant de finir même avec le projet. On va mettre ici, voilà, données structurées, les données structurées, voilà, 2 points. Et ensuite, nous allons afficher ces données proprement. For patient, voilà, on va dire for patient in données pour les patients contenus dans cette variable de données, d'accord, on va tout simplement afficher patient, print patient, très simple, d'accord. Cette syntaxe n'a rien de compliqué, ok, d'accord. Maintenant, nous allons exécuter le programme et vous allez voir un aperçu, voilà. À chaque étape, nous allons faire une exécution, voilà, pour voir si ça marche ou pas, d'accord. Python analyse, voilà, analyse dépistage COVID.py et on exécute le programme. Voilà, immédiatement, vous voyez clairement, nous avons l'ensemble de nos patients, non, voilà, non, Scylla, voilà, c'est bien plus propre comme ça. On sait que c'est le nom qui correspond à Scylla, c'est l'âge qui correspond à 45 et les résultats, c'est négatif, les dates, voici les dates. Donc, on a bien structuré nos données brutes. OK, tout fonctionne. Continuons maintenant avec l'étape D de notre projet qui consiste à filtrer les cas positifs pour créer une liste d'urgence. On utilise la fonction filter avec une lambda qui vérifie le résultat. D'accord? Donc ici, on va mettre ici à l'étape 2, voilà, étape 2, filtrage, d'accord, filtrage de cas positifs, d'accord? OK. L'étape 2 consiste au filtrage des cas positifs, d'accord? OK. Donc ici, on va dire ici positif, d'accord? Pour les cas positifs. Positif est égal à liste. Voilà, on va utiliser la méthode liste pour convertir nos données en une liste. Et à l'intérieur de cette liste, on va utiliser la fonction filter, d'accord? OK, bon, pour une meilleure lisibilité, voilà, je vais descendre la ligne ici, d'accord? OK. À l'intérieur de ce filtre-là, ici, on va utiliser lambda, d'accord, comme on l'a vu précédemment, d'accord, on va utiliser lambda D, d'accord, et ensuite ici, pour les données bien évidemment, et à l'index, plutôt à la clé résultat, d'accord, clé résultat, d'accord, car on est en train de filtrer les cas positifs, donc à la clé correspondant à un résultat, d'accord, si égal est égal à positif. Vous vous souvenez, lorsqu'on a utilisé cette même syntaxe pour déterminer les cas anormaux, donc voilà, c'est le même principe, d'accord? Donc ici, on passe en paramètre ou en argument donné, très simple, d'accord? OK. Ici, ensuite, on va tout simplement afficher les résultats. Je vais dire ici print, on va utiliser une f-string, d'accord? Donc on va mettre cas positif, d'accord? Cas positif et maintenant voilà entre les parenthèses ici nous allons utiliser
ici entre les crochets également, la fonction len. Vous vous souvenez bien? Pour compter le nombre d'occurrences d'un élément contenu dans une liste. D'accord? Donc, on va mettre ici cas positif est égal 2 points. Donc, ici, ça va compter le nombre de cas positifs. Et ensuite, ici, on va utiliser for, d'accord, for patient in positif, d'accord, ici, pour les cas positifs, on affiche tout simplement print, très simple, on va utiliser un f-string, notez bien la syntaxe ici, d'accord, on va mettre un tiret, d'accord, ça c'est seulement pour l'affichage, voilà. Ensuite, on va utiliser P, d'accord, pour les noms des clés. Voilà, comme on a transformé nos données brutes en un dictionnaire bien plus compréhensible, donc ici, on va récupérer les noms pour les patients ayant un résultat positif, d'accord? OK, à l'intérieur d'ici. Ensuite, maintenant, on va ensuite récupérer leur âge, d'accord? Toujours la même syntaxe, on va mettre ici parenthèse et on va mettre P, d'accord? Pour la clé âge, attention, âge, d'accord? Et on va mettre 1, d'accord? Très simple, d'accord? Vous notez bien la syntaxe, elle est très simple. Premièrement, on va récupérer le nom du patient, également et son âge, très simple, d'accord? Donc, maintenant, on va exécuter ce programme à nouveau. Je nettoie tout ça. Attendez, voilà, je nettoie tout ça et je réexécute le programme. Attendez, on me dit qu'il y a un problème ici. Ah oui, oui, également. Donc, toujours, lorsqu'on utilise les F-string à l'intérieur ici, il est préférable d'utiliser les simples codes, d'accord, comme je vous l'avais montré dans le chapitre où on a évoqué les dictionnaires, d'accord. Ok, maintenant nous allons réexécuter le programme. Voilà, vous voyez, Fané, 62 ans et les blancs. Donc, ce sont ces deux cas-là qui sont positifs. D'accord. Comme vous pouvez le noter ici, voilà, il n'y a que Fanny qui a un résultat positif et le blanc. Donc, on a parfaitement récupéré ces deux données-là. Donc, on a filtré les cas positifs. OK? Donc, l'étape 2, elle est OK. Vient ensuite l'étape 3, permettant d'identifier les patients âgés et à risque, positif et âge supérieur à 65 ans. On utilise une liste en compréhension avec une condition composé. D'accord? Donc ici, on va marquer en commentaire étape 3. Étape 3. D'accord? Attendez, étape 3 ici. OK? Qui consiste à identifier les patients âgés à risque. D'accord? Identification des patients âgés à risque. OK? Des patients âgés plutôt et à risque. D'accord? OK. D'accord. Ici, l'étape 3, ça correspond à l'identification des patients âgés et à risque. D'accord? Donc ici, on va commencer à risque. On va regrouper tous les cas à risque. D'accord? On va mettre ici à risque et on va utiliser plutôt une liste, d'accord? Et dans cette liste, d'accord, je vais descendre en ligne pour une meilleure compréhension. On va utiliser une liste en compréhension. D'accord? OK. On va dire D, d'accord? Donc, D pour les données, voilà. For D in, c'est la syntaxe d'une liste en compréhension. Donc, vous connaissez bien. Données, if. Maintenant, on va utiliser la condition if D sur les données, d'accord, et ayant les clés des résultats, d'accord, pour les valeurs ayant comme clé des résultats correspondrait à positif, d'accord, donc ce serait pour les patients à risque, d'accord. N, voilà, et les patients doivent être en risque et âgés. Donc ici, on va dire ensuite si les données pour la clé âge, d'accord, si ces valeurs-là correspondent, si ces valeurs sont plutôt supérieures à 65 ans, donc comme on l'avait dit, à 65 ans, d'accord. Donc si toutes ces conditions sont exactes, d'accord, donc on va retourner ici, attendez, on va retourner ici D qui correspondra aux données en question. D'accord? OK. Maintenant, on descend la ligne et on va tout simplement afficher print. On va utiliser une F-string, voilà, un sous-ligne avec l'anti-slash N. Ensuite, on va dire patient à risque prioritaire. Patient à risque prioritaire. Voilà, les patients à risque prioritaire. Prioritaire. D'accord. Patient à risque prioritaire. OK, patient à risque prioritaire. D'accord. Ensuite, tout comme la dernière fois, donc, on va utiliser la fonction len pour compter les éléments contenus dans à risque. D'accord? À risque ici, on va mettre à risque. OK, d'accord. OK, on va mettre ici à risque tout simplement. D'accord? OK.
D'accord. Et ensuite, voilà, je vais descendre à la ligne et on va parcourir les différents patients en question pour P in patient, in plutôt à risque, voilà, à risque. D'accord, comme on l'a bien filtré, d'accord, à risque. Ensuite, on fait maintenant qu'un simple affichage. D'accord, ok. Tout comme la dernière fois pour l'affichage, j'éloigne tout ça ici. D'accord, maintenant je vais utiliser P, voilà, les noms des patients, rien de nouveau jusqu'à présent ici. D'accord, on va utiliser son nom, voilà. Ensuite, nous allons utiliser son âge, d'accord, ok, son âge, ok. Maintenant, voilà, tester le. Maintenant, on va utiliser plutôt la date en question, d'accord. On va mettre ici et j'utilise la date. On va mettre date ici, d'accord. Ok. Maintenant, tout semble bon, ok, d'accord. On affiche le nom du patient, son âge, voilà, tester ainsi que la date de l'analyse, voilà, qu'on a, ou la date du résultat qu'on a initialisé ici au départ dans notre donnée brute. D'accord? Ok, vous voyez. D'accord, maintenant on va exécuter ce programme. Voilà. Attention, attention. Si je ne me suis pas encore trompé. Positif, résultat. Quel erreur, résultat, évidemment. Si le résultat n'a pas été correctement saisi, est-ce que c'était pas ces résultats tout simplement comme ça, voilà, sans S. D'accord? Ok, vous voyez, on a obtenu une caille erreur, donc je vais nettoyer tout ça et je relance le programme. Ok, vous allez voir. Voilà, on a bien patient ici, on a patient à risque prioritaire un seulement, donc dont l'âge est supérieur ici à 65 ans. Ça, c'est seulement le blanc. 75 ans testé, voilà, 2024, premier mois le 16. D'accord, vous voyez l'affichage ici, on va arranger tout ça. Il y a un petit espace, donc bon. On peut les rapprocher comme ça. D'accord, ok. C'est tout pour l'étape 3. L'étape 4, elle est très simple. Elle consiste juste à extraire les noms des patients à risque pour un rapport synthétique. D'accord? Donc ici, on va mettre ici étape 4. D'accord? Étape 4. Attention, je vais mettre ici étape 4. D'accord? Donc, extraction des noms à risque. Extraction des noms à risque. OK. OK. Comme je vous l'ai dit, l'étape 4, elle est très simple. Nous allons juste extraire les noms à risque. D'accord? OK. Très simple. Donc, on va mettre ici nom urgent. Donc, pour marquer les noms à risque, voilà. Donc, ensuite, on va utiliser une liste en compréhension, voilà, dans les données, voilà, pour les clés des noms. Donc, on va récupérer les noms en question en utilisant leurs clés, d'accord? OK, for donner in à risque, d'accord? À risque. OK. Vous voyez, la syntaxe, elle est très simple. Elle est, voilà, nous l'avons déjà utilisée plusieurs fois ici même. OK? Ensuite, nous allons seulement afficher tout ça, d'accord, dans un f-string. Donc, on va mettre ici f-string. Voilà, nous allons effectuer un seul ligne, d'accord, et on va dire ici appeler en priorité, priorité, d'accord, appeler en priorité. Ensuite, les deux points et nous allons maintenant utiliser une syntaxe que nous avons vue au cours lorsqu'on a abordé les chapitres portant sur les chaînes de caractères, la méthode join. D'accord, ok. D'accord, ici on va mettre ici. Voilà, on va mettre comme ça, d'accord. Et nous allons mettre le séparateur, voilà. Ensuite, nous allons utiliser join, comme ça, point, join, ok. Nous allons utiliser la méthode join et elle va prendre en paramètre non urgent, d'accord. Vous voyez, non? Ok, très simple. Voilà, je vais faire un affichage pour que vous voyez correctement ce qui se déroule réellement, d'accord. Bon, on peut faire agrandir ça un peu, d'accord. On réexécute le programme et vous voyez, non? Appeler en priorité join, appeler en priorité le blanc. D'accord, car c'est le blanc qui est, voilà, vraiment patient à risque prioritaire. Donc, on l'a compté, ça fait un seulement qui correspond à le blanc. Son âge ici, tester, voilà, la date de l'analyse ici. Donc, il est le patient à appeler en priorité. D'accord, c'est tout pour l'étape 4. Maintenant, pour l'étape 5, elle consiste à ajouter un numéro de priorité à chaque patient urgent avec la méthode ou plutôt la fonction énumérate. D'accord? Donc ici, nous allons mettre ici, attention, nous allons mettre un commentaire ici, étape 5, d'accord? Donc numérotation des urgences, d'accord? On va dire ça comme ça. Numérotation des urgences, d'accord, à l'étape 5. D'accord. Maintenant, on va utiliser une variable patient priorité. D'accord. Patient en priorité. On va dire ici patient
priorité, d'accord, ok. Et dans cette variable, nous allons faire appel à une liste en compréhension, voilà. Ce concept-là est vraiment utilisé dans ce projet, d'accord. Donc, on va dire ici, attention, je vais utiliser une clé priorité, voilà, priorité, d'accord, ok, elle aura comme valeur num, voilà. N'oubliez pas qu'on est dans une liste en compréhension, d'accord. Donc ici, ensuite, on a nom, voilà, on va utiliser une clé nom ayant pour valeur nom également, d'accord. Ok, maintenant, for num pour les numéros, d'accord, et les noms dans, ici, d'accord, dans, on va utiliser maintenant la fonction enumerate, d'accord, enumerate. Ok, on va ensuite utiliser les noms urgents, d'accord. Et comme on souhaite débuter la numérotation ou le comptage à 1, donc on va mettre ici star, voilà, sinon ça va commencer à 0, d'accord. Vous vous souvenez bien de l'index, de la règle des index, ça commence toujours à 0, d'accord. Ok, maintenant c'est bon, tout est ok maintenant. Maintenant nous allons faire un petit affichage ici, on va dire ordre d'appel, très simple, on va mettre ici attendez, voilà, on va mettre ici un petit souligne et on va mettre ordre d'appel. Voilà, pour bien préciser l'ordre d'appel au cours de l'affichage, voilà, on va créer une sorte de séparateur. Ok, maintenant nous allons parcourir, voilà, ces différentes données dans le patient prioritaire. Voilà, on va dire ici patient priorité, voilà, et ensuite nous ne faisons qu'un affichage tout simple. D'accord, comme tout ça ici, voilà. On va utiliser un f-string, d'accord. Ok, lorsqu'on va utiliser un f-string, d'accord, comme la dernière fois, on met de l'espace. On va mettre un tiret ici, autre espace encore. On va ouvrir les accolades pour mettre nos données. D'accord, patient. Ensuite, ici, on va mettre priorité. D'accord, priorité. Voilà, priorité. Attention, ok. On va mettre ici priorité, prio. Voilà, comme on l'a défini ici. D'accord, que je copie ça ici, je le colle ici, voilà, pour ne pas commettre d'erreur, d'accord, voilà. Ensuite, nous allons mettre un point ici, car priorité, ça correspondrait au numéro en question. Donc, on va mettre un point ici et on va utiliser maintenant patient, le nom de ce patient, voilà, tout simplement, d'accord, ok, d'accord. Faisons maintenant comme la dernière fois. Vérifions que tout fonctionne pour la numérotation des urgences, d'accord. Je vais aller venir ici encore. On nettoie tout ça. Attention, je nettoie tout ça. Voilà, je vais faire monter ça en haut et j'exécute les programmes à nouveau. D'accord, vous voyez, ordre d'appel, le blanc. Voilà, c'est la priorité. D'accord, voilà, le blanc, toujours le blanc. Voilà, ok. D'accord, bon, c'est tout pour l'étape 5. Poursuivons maintenant avec la dernière étape, l'étape 6, qui consiste à créer un dictionnaire de statistiques avec les méthodes qu'on a vues. On utilise la méthode setDefault pour initialiser et la méthode update pour fusionner. Ok, donc ici on va mettre en commentaire, attention, je vais mettre ici en commentaire l'étape 6. Ok, qui est la dernière étape. Voilà, on va créer statistique, on va dire ici statistique tout simplement, statistique, ok, très simple, d'accord. Et ici on va créer stat, la variable stat, voilà. La variable stat qu'on va initialiser comme étant un dictionnaire vide. OK? D'accord, on va dire ici stat. Voilà. Stat.setDefault. D'accord, comme on l'avait dit, on va utiliser setDefault pour initialiser. D'accord. On va dire ici total. Voilà. On va mettre ici total. Ensuite, voilà, on va mettre ici len. Voilà, pour compter. D'accord, vous voyez nos données. OK. D'accord, maintenant pour ici, voilà. On va mettre ici stat.setDefault. Nous sommes en train d'initialiser les données. D'accord, donc stat encore. Donc on va mettre encore total ici. Attention, plutôt positif. Voilà, cette fois-ci on va mettre positif. Voilà, pour les résultats positifs. Donc on le compte, len, voilà, positif, très simple. Ok, ainsi de suite, on va continuer stat.setDefault. Ok, ensuite après positif, on peut mettre négatif. D'accord, on va mettre ici néga. Attention, je n'oublie pas de les mettre dans une chaîne de caractères. D'accord, positif, len, on va compter les négatifs. Attention, plutôt, voilà, les négatifs qui représente voilà, positif moins négatif, d'accord. Ok, on va mettre ici les données, voilà, moins l'un des ici, voilà, comme on peut faire une soustraction ici, les données moins la somme des données positives. Donc ici on est en train de faire
nous sommes en train de définir ici les données négatives qui correspondraient à l'ensemble des données moins l'ensemble des données positives. D'accord, cela va de soi, ok? D'accord, poursuivons maintenant. On va maintenant faire cette default pour risque, d'accord? On va mettre stat. Voilà, stat, attention, c'est plutôt stat. Voilà, stat point, set default. Voilà, cette fois-ci, on va mettre à risque. D'accord, les données à risque. À risque. Voilà, on va mettre ici à risque. OK, ensuite, on va mettre ici len comme avec, voilà, toutes ces deux données-là, on va mettre ici à risque. Très simplement. OK, voilà, nous sommes en train de créer les statistiques, donc voilà, il y a plusieurs répétitions ici, comme vous pouvez le constater ici, d'accord? Et ensuite, on va mettre un petit print ici, voilà, attendez, je vais monter tout ça en haut, on va mettre un print ici pour seulement afficher statistiques, très simple. Donc, on va utiliser un seul ligne, d'accord? On va mettre ici statistique, OK? Statistique, on met les 2 points, voilà, pour que ce soit visuellement plus compréhensible. Maintenant, nous allons parcourir les clés et les valeurs dans ce dictionnaire des stats-là. D'accord? OK. Maintenant, on va dire for clé valeur. Attention. For clé valeur in stat. Voilà, stat.item. Vous n'avez pas oublié la méthode item du chapitre précédent, d'accord, pour parcourir les clés et les dictionnaires, et plutôt les clés et les valeurs en même temps dans un dictionnaire, d'accord. Tout simplement, maintenant, on va faire un dernier affichage. On va mettre print. Print, on va utiliser f-string, d'accord. On va mettre ici donc les clés en majuscule, d'accord. On va mettre clé point capitalize, d'accord. Attendez, voilà, on va mettre clé point capitalize, voilà. Si je ne me trompe pas, capitalize, ok, capitalize, clé point capitalize, voilà. Ensuite, nous allons mettre les 2 points ici, ok, et on va mettre les valeurs ici, d'accord. Clé valeur, ok, très simple. D'accord? Et voyons notre étape 3. Étape 6 plutôt, la dernière étape, pour le rappel. L'étape 6 pour la dernière étape qui correspondrait à créer un dictionnaire de statistiques. D'accord? OK. Maintenant, exécutons notre programme. Attendez, j'agrandis tout ça. Voilà, pour qu'on puisse mieux voir. D'accord? Voilà. Voilà, on va exécuter tout le code d'un coup et montrer les résultats organisés. D'accord? Ok, voilà, vous voyez, données structurées. Donc, on a structuré nos données, d'accord? Voilà, on a structuré nos données. Ensuite, voilà, les cas positifs, 2, on les a affichés proprement. Ensuite, les patients à risque priorité, il n'y en avait qu'un seul, car ces patients devraient avoir un résultat positif et être âgés de 65 ou plus. Donc, il n'y avait que le blanc ici. Ensuite, appelé en priorité, il n'y a que le blanc. Ordre d'appel, voilà, le premier c'est le blanc. Maintenant les statistiques, total 4, car on n'a pas 4 patients. Total de positifs, on a 2. Total de négatifs, on a 2. Et à risque, on n'a qu'un seul. Ok, vous voyez, on a créé un projet complet d'analyse des données. D'accord, ok, parfait. Maintenant, une question fréquente qu'on me pose souvent, c'est quand utiliser map, filter, et quand utiliser les listes en compréhension? Et je dois dire que c'est une excellente question. Petit rappel rapide, une liste en compréhension, on l'a vu au chapitre 9, c'est créer une liste en une seule ligne avec une syntaxe compacte entre crochets. Par exemple, ici, je peux dire ici carré, voilà, on peut dire carré ici, carré est égal à, donc on va créer une liste en compréhension directement ici, on multiplie les résultats, d'accord, par i, et on dira ici for i in range. Voilà, range 5. D'accord, ok. D'accord, maintenant, si on affiche seulement carré, voilà, ok. D'accord, on va venir ici, on nettoie ce qu'on avait vu au cours du projet. D'accord, j'exécute Python, manipulation, voilà, manipulation avancée collection.py. D'accord, vous voyez, ça nous retourne les carrés, voilà, des différents nombres se trouvant, voilà, inférieurs à 5. D'accord, donc le carré de 0, c'est 0, le carré de 1, c'est 1, le carré de 2, c'est 4, le carré de 3, c'est 9 et le carré de 4, c'est 16. D'accord, parfait. Voilà. Maintenant, la fonction map et filter viennent de la programmation fonctionnelle. Elles sont plus flexibles pour les transformations complexes et peuvent être chaînées facilement. D'accord, maintenant faisons une comparaison directe. Voilà, filtrer les nombres pairs, d'accord, de 0 à 9. Et regardez les deux syntaxes côte à côte.
D'accord? On peut dire ici, d'accord, partons avec un autre exemple. D'accord, on va mettre ici liste en compréhension. Attention, voilà, je vais utiliser, voilà, liste, liste comprehension. Attention, liste comprehension. OK? OK, les listes en compréhension. D'accord. Maintenant, on va dire ici pair pour les listes en compréhension, LC pour les listes en compréhension. D'accord. Et aussi, si on va créer une liste en compréhension, on dira I for, d'accord, I in range. Voilà. Comme on a dit des 0 à 9, d'accord. Range, voilà. Et ici, on va dire if, I, voilà. Si le reste est égal à 0, si ça divisé par 2, voilà. Voilà, modulo 2, 0. D'accord. Vous vous souvenez bien de cet opérateur-là? Voilà. OK. D'accord. Maintenant, voilà, on va afficher tout ça. Vous allez voir print fstring et ensuite on dira liste en compréhension, liste comp, d'accord? On fait très simple et on va mettre ici pair LC, d'accord, pour les listes en compréhension. D'accord. Maintenant, ça c'est la syntaxe pour les listes en compréhension. Maintenant, on va utiliser l'autre syntaxe avec la fonction filter, d'accord? On va mettre ici filter. On dira ici pair, attention, je mets ici pair, voilà, pair filter, voilà, et égal à liste. On convertit avec la méthode liste nos éléments et on utilise la fonction filter avec lambda, d'accord? On dira i, voilà, ensuite i divisé par 2 ici, d'accord? Bon, pour l'affichage, voilà, je vais bien distinguer ça, est égal à 0, d'accord? Et on passe en argument range 10, d'accord? Une syntaxe qui peut être un peu complexe, mais vous allez voir, le résultat est le même. D'accord, et on va maintenant afficher pair filter. OK, très simple. D'accord, je vais exécuter tout ça. Je vais exécuter les deux et vous allez voir la différence tout de suite. Voilà, et voilà, on va prendre ça ici. D'accord, je nettoie tout ça et j'exécute les programmes. Vous voyez, liste en compréhension, voilà. Attendez, je vais mettre ici, on pourrait utiliser fstring pour dire fonction filter, voilà. Je mets ça entre les accolades, voilà. Attention, je vais mettre ça entre les accolades et j'utilise maintenant, voilà, les guillemets, d'accord. J'exécute le programme à nouveau. Voilà, liste en compréhension et fonction filter. Vous voyez, 0, D, 4, c'est exactement la même chose ici. D'accord? Les deux donnent exactement le même résultat, 0, 2, 4, 6, 8. En général, ma recommandation, d'accord? Préférez les listes en compréhension pour la lisibilité et la simplicité, quand la logique est simple. Mais connaître map et filter, c'est être un vrai pythoniste. Elles sont indispensables pour le chaînage complexe, voilà, et vous les verrez partout dans les codes professionnels, notamment avec les bibliothèques de data science. D'accord? Félicitations, vous avez terminé le module 3 sur les structures de données. Vous êtes maintenant armé pour gérer n'importe quel type de données en Python. Résumons rapidement. Dans le chapitre 9, nous avons vu les listes, la base mutable dynamique avec les méthodes telles que append, pop, short et les listes en compréhension. Chapitre 10, tuple et set. L'immuabilité pour la sécurité et l'unicité pour éviter les doublons. Chapitre 11, les dictionnaires. La structure clé-valeur. Le cœur de Python moderne avec les méthodes get, case, value et items. Chapitre 12. La manipulation avancée, notamment avec la fonction enumerate pour l'indexation automatique, zip pour assembler, map pour transformer et filter pour sélectionner. On a complété avec les méthodes update, pop, pop item, set default, clear pour les dictionnaires. Vous avez maintenant vu la création, la modification, l'itération, la transformation, la sélection et la combinaison des données. C'est vraiment énorme. Le prochain module, le module 4, sera consacré à l'organisation du code et à la gestion des erreurs. On va voir comment structurer nos programmes pour qu'ils soient robustes, réutilisables et professionnels. On verra les modules, les fonctions, les exceptions et comment gérer les fichiers. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez en commentaire vos exemples d'utilisation de map, filter et zip. Quel cas d'usage vous semble le plus pratique? Je lis tous les commentaires et j'y réponds également. À très bientôt.